Berlin, 1938. Des fonctionnaires de haut rang du ministère de l'Aviation du Reich fixaient des plans techniques et leurs visages blêmissaient d'horreur. Ce qu'ils voyaient défiait toutes les lois de la physique et toute logique. Un avion dont la cabine ne se trouvait pas au centre, mais était complètement déplacé sur le côté droit, tandis que le moteur trônait à gauche. Une monstruosité asymétrique qui, selon l'avis de tous les experts, ne pourrait jamais décoller du sol. Les fonctionnaires hurlaient que cette machine conduirait le pilote vers une perte certaine. Mais le concepteur se tenait devant eux avec des traits pétrifiés et une conviction de fer. Cet homme avait un plan qui devait révolutionner toute l'aviation. Et l'impossible se produisit effectivement. L'avion ne vola pas seulement, il vola brillamment. Si brillamment que les militaires commandèrent immédiatement 500 exemplaires. Un triomphe qui devait dominer la reconnaissance allemande. Mais alors commença une chaîne de catastrophes que personne n'aurait pu prévoir. La cabine vitrée devint un piège mortel. Les problèmes techniques s'accumulèrent comme des avalanches. Et finalement, quelque chose se produisit qui non seulement enterra ce projet, mais catapulta le concepteur lui-même vers un avenir totalement inattendu. Au final, sur 500 machines commandées, exactement 0 furent utilisées au combat. Comment une percée célébrée put-elle devenir l'échec peut-être le plus absurde de l'histoire de l'aviation? La réponse est plus troublante que quiconque aurait pu l'imaginer. Berlin, 1938. Les lourdes portes en chêne du ministère de l'Aviation du Reich se refermèrent derrière un groupe de fonctionnaires de haut rang qui s'étaient rassemblés autour d'une table de conférence massive. Sur la surface polie étaient étalés des plans techniques, et ce que ces hommes y découvrirent fit blêmir leurs visages d'épouvante. Les plans de construction qui se trouvaient devant eux contredisaient tous les principes de l'ingénierie aéronautique et toute logique qu'ils avaient apprises au cours de leurs décennies de carrière. Le cockpit de cet avion ne se situait pas au centre du fuselage, comme c'était le cas pour toutes les machines normales, mais était entièrement déplacé sur le côté droit. Le moteur, en revanche, était installé sur le côté gauche, créant ainsi une construction absolument asymétrique qui allait à l'encontre de tout ce que l'on croyait savoir sur la stabilité aérodynamique. L'un des fonctionnaires se prit la tête entre les mains et s'écria que cette chose ne pourrait jamais décoller du sol, qu'elle se retournerait immédiatement et conduirait le pilote vers une perte certaine. Ses collègues acquiescèrent, totalement convaincus qu'ils contemplaient là les esquisses d'un fou. Pourtant, le créateur de ces plans se tenait devant eux avec des traits pétrifiés, et dans ses yeux brûlait une certitude inébranlable. Richard Vogt, un constructeur d'avions âgé de 40 ans, avait survécu aux tranchées de la Première Guerre mondiale, avait volé dans de fragiles biplans au-dessus des champs de bataille, et de telles objections bureaucratiques ne pouvaient plus l'ébranler. Dans l'industrie aéronautique, on connaissait Vogt comme un innovateur intransigeant, comme un homme qui n'empruntait jamais les chemins battus et cherchait toujours des solutions révolutionnaires là où d'autres ne voyaient que des approches traditionnelles. L'histoire de cet incroyable avion avait commencé quelques mois auparavant, lorsque le ministère de l'Aviation du Reich avait lancé un concours pour le développement d'un nouvel avion de reconnaissance monomoteur. Les exigences avaient été formulées de manière précise et sans compromis. La machine devait accueillir un équipage de 3 personnes, offrir une excellente visibilité panoramique pour l'observation du territoire ennemi, tout en restant rapide et maniable. Le ministère souligna expressément que l'avion devait être monomoteur afin de simplifier la production et de réduire la consommation de carburant. Pour participer au concours, les principales entreprises aéronautiques allemandes furent invitées. Arado, Focke-Wulf et quelques autres constructeurs établis. La société Blohm & Voss, où travaillait Vogt, ne reçut même pas d'invitation. La raison était évidente. L'entreprise s'était spécialisée dans les hydravions et les hydravions à coque, pas dans les appareils de reconnaissance terrestre. Mais Richard Vogt n'appartenait pas à ces personnes
qui reste tranquillement à l'écart quand se présente l'opportunité de créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. Vogt avait longtemps réfléchi aux problèmes fondamentaux de la construction aéronautique. Tous les avions de cette époque étaient construits selon le même schéma symétrique. Moteur à l'avant au centre, cockpit derrière, ailes positionnées au milieu, empennage à l'arrière. Ce schéma paraissait logique et naturel, mais Vogt y reconnaissait de nombreux points faibles. Premièrement, les pilotes et observateurs étaient assis derrière un moteur massif qui leur obstruait la vue vers l'avant et vers le haut. Deuxièmement, l'hélice en rotation générait de puissants flux d'air qui frappaient contre les gouvernails et déstabilisèrent le vol. Troisièmement, et c'était particulièrement intéressant, le couple du moteur tirait constamment la machine sur le côté, forçant le pilote à effectuer en permanence des corrections de cap. Il s'avérait que les avions symétriques volaient en réalité de manière asymétrique, et les pilotes devaient lutter contre leur machine au lieu que celle-ci exécute docilement leurs ordres. Vogt se posa une question provocante. Et si l'on construisait un avion qui serait asymétrique dans sa conception, mais symétrique dans ses caractéristiques de vol? Que se passerait-il si l'on déplaçait délibérément les composants de manière à compenser tous ces déséquilibres et désagréments avec lesquels les constructions conventionnelles devaient se battre? Cette réflexion le conduisit à un concept qui devait bouleverser toute l'industrie aéronautique. Mais avant de pouvoir réaliser sa vision, il avait besoin de quelqu'un prêt à parier sur ce pari apparent. Et précisément, cet homme se trouva en la personne de Walter Blohm, le propriétaire de la société Blohm & Voss, qui fut l'un des rares à ne pas considérer l'idée de Vogt comme une pure folie. Blohm était un entrepreneur clairvoyant qui croyait fermement que l'avenir de l'aviation après la guerre appartiendrait au transport civil, tandis que les commandes militaires ne représentaient qu'une source de revenus temporaires. Il rêvait que les hydravions de son entreprise remplacent un jour les ferries et navires de passagers, qu'ils transportent des personnes entre continents et pays par-dessus les océans. C'est pourquoi Blohm encourageait toujours les innovations et solutions non conventionnelles qui pourraient distinguer ces avions de la concurrence. Lorsque Vogt vint le voir avec les plans de l'appareil de reconnaissance asymétrique, Blohm y vit non seulement un potentiel militaire, mais la possibilité de faire connaître son entreprise dans le monde entier. Il donna son accord pour le développement, bien que le ministère de l'Aviation ne les ait même pas invités à participer au concours. Vogt et son équipe d'ingénieurs se lancèrent dans le travail avec un enthousiasme énorme. Le constructeur décida de placer le moteur BMW 132 sur le côté gauche, dans un fuselage séparé qui s'étendait jusqu'à l'empennage. Sur le côté droit se trouvait une nacelle entièrement vitrée en plexiglas dans laquelle était logé l'équipage de 3 personnes. Le pilote à l'avant, l'observateur au centre et le tireur avec une mitrailleuse à l'arrière. Cette nacelle était fixée à l'aile et offrait une visibilité panoramique absolument fantastique dans toutes les directions. Les membres d'équipage pouvaient voir le sol sous eux, le ciel au-dessus de leur tête, l'espace de chaque côté et même vers l'arrière sans aucun obstacle. Aucun autre avion monomoteur ne pouvait se vanter d'une telle qualité de visibilité. L'aile reliait les 2 parties de la construction et avait été spécialement calculée de sorte que la distribution de la portance compense la répartition asymétrique du poids. Vogt effectua des calculs mathématiques extrêmement complexes, prouvant ainsi que l'avion resterait stable en vol. Le premier prototype fut achevé fin 1938. Lorsque les mécaniciens firent rouler la machine sur le terrain d'aviation, tous les présents se figèrent. L'avion avait l'air d'avoir été assemblé à partir de pièces de 2 machines différentes. Le pilote d'essai à qui incombait la tâche d'élever cette construction dans les airs fit longtemps le tour de l'avion, secoua la tête et marmonna quelque chose dans sa barbe. Il ne croyait pas que cette chose puisse voler normalement. L'équipe au sol était également nerveuse. Beaucoup faisirent des paris selon lesquels l'avion soit ne décollerait pas du sol, soit basculerait immédiatement sur le côté après le décollage.
Vogt se tenait à l'écart, les poings serrés, mais conservant extérieurement son calme. Il savait que si le premier vol échouait, sa carrière serait détruite et l'idée d'avion asymétrique serait enterrée à jamais. Le moteur rugit, l'hélice commença à tourner et l'avion prit de la vitesse sur la piste. La vitesse augmenta, la construction vibrait et grondait, mais gardait le cap. Puis, le nez se souleva et la machine décolla du sol. Pendant quelques secondes, tous les observateurs retinrent leur souffle en attendant une catastrophe. Mais l'avion continua à prendre de l'altitude de manière régulière et assurée, comme s'il se moquait de tous les sceptiques. Le pilote fit un tour au-dessus de l'aérodrome, exécuta plusieurs manœuvres et atterrit en toute sécurité. En sortant du cockpit, il était pâle et bouleversé, mais ses premiers mots furent « Cette machine vole mieux que beaucoup d'avions conventionnels ». Il n'y avait pas de problème d'inclinaison transversale. Le contrôle était précis et prévisible, et la vue depuis la nacelle vitrée surpassait tout ce qu'il avait vécu auparavant. Mais Vogt voyait déjà au loin des nuages sombres se former, qui devaient menacer son projet. Car dans les plus hautes sphères de la Luftwaffe, il y avait des hommes qui abordaient la merveille asymétrique avec le plus profond scepticisme, et l'un d'eux avait le pouvoir d'enterrer toute l'entreprise d'un seul mot. La nouvelle du vol inaugural réussi se propagea à une vitesse fulgurante dans les cercles aéronautiques allemands. L'un de ceux qui manifestèrent un intérêt particulier pour la machine inhabituelle fut le général-colonel de la Luftwaffe Ernst Udet, une légende vivante de la Première Guerre mondiale et l'un des plus proches collaborateurs de Hermann Göring. Udet n'était pas un bureaucrate ordinaire, mais un véritable aviateur qui comprenait l'aviation et savait apprécier les solutions techniques audacieuses. Lorsqu'on lui présenta les résultats des tests du BV-141, comme on appelait désormais le nouvel avion, il exigea immédiatement une démonstration personnelle. Vogt accepta avec joie, car il reconnaissait en Udet un allié potentiel dans les plus hauts rangs de la direction militaire. Udet se rendit en avion sur le terrain d'aviation, examina l'appareil de manière approfondie, posa de nombreuses questions techniques et monta même lui-même à bord en tant qu'observateur. Après le vol, le général se montra enthousiaste. Il déclara que cet avion remplissait pratiquement toutes les exigences du ministère et les surpassait même dans certains paramètres. Udet promit son soutien à Vogt et commença à faire avancer le projet dans les plus hautes sphères du pouvoir. La construction asymétrique avait ainsi trouvé un puissant défenseur, mais simultanément, une résistance se formait d'une direction que personne ne pouvait ignorer. Hermann Göring, commandant suprême de la Luftwaffe et l'un des hommes les plus influents du Troisième Reich, considérait l'avion asymétrique avec une profonde méfiance. Göring était un conservateur en matière de technologie aéronautique, qui préférait les constructions traditionnelles éprouvées aux nouveautés expérimentales. Lorsqu'on lui parla du BV-141, il qualifia le projet de tour de cirque et exprima des doutes quant au fait qu'une telle machine puisse un jour être mise en service. Son soutien ouvert allait aux concurrents de Vogt, en particulier à la société Focke-Wulf, qui avait présenté pour le concours son appareil de reconnaissance FW-189 avec le surnom Dooku, ce qui signifie hibou. Cet avion possédait une configuration classique à double poutre avec 2 moteurs et une nacelle centrale entièrement vitrée. Formellement, le FW-189 violait l'exigence ministérielle d'une construction monomoteur, mais Göring fermait les yeux sur ce détail, considérant l'avion bimoteur comme plus fiable et plus sûr. La société Arado non plus ne resta pas inactive. Elle développa sa propre variante d'un appareil de reconnaissance sous la désignation AR-198 que le ministère de l'Aviation voulait initialement mettre en service sans aucun concours. Les fonctionnaires avaient pratiquement déjà promis le contrat à Arado, mais lorsque le prototype fut enfin construit et testé, il s'avéra que la machine était franchement ratée. L'avion montra de mauvaises caractéristiques de vol, se révéla instable dans l'air et ne correspondait pas aux spécifications exigées. Après plusieurs vols d'essai, le projet AR-198
fut définitivement abandonné, et tous les espoirs des fonctionnaires se reportèrent sur Focke-Wulf. Cela donnait une chance à Vogt et à sa création, mais seulement à condition qu'il puisse prouver la supériorité de la construction asymétrique sur le hibou bimoteur traditionnel. Le 4 avril 1940 eurent lieu les tests comparatifs officiels entre le BV-141 et le FW-189. Une commission du ministère de l'Aviation se rendit sur le terrain d'essai pour voir de ses propres yeux les capacités des deux machines. Les épreuves comprenaient des mesures de vitesse, de maniabilité, de stabilité, de qualité de visibilité depuis la cabine et de capacité à effectuer de la reconnaissance depuis différentes altitudes. Les deux avions livrèrent de bons résultats, mais le BV-141 possédait plusieurs avantages décisifs. Sa construction monomoteur rendait la machine plus simple d'entretien et moins coûteuse en production. La vue depuis la nacelle entièrement vitrée s'avéra même meilleure que celle du FW-189, grâce à une plus grande surface vitrée et à l'absence d'éléments de construction gênants. De plus, l'avion asymétrique de Vogt démontra une excellente contrôlabilité et stabilité, réfutant complètement les craintes des sceptiques. Dans leur rapport final, la commission écrivit que le BV-141 remplissait presque toutes les exigences de la mission et montrait un grand potentiel comme machine de reconnaissance. Udet utilisa ces résultats et commença activement à promouvoir le projet au ministère. Il convainquit les fonctionnaires que l'avion asymétrique était précisément ce dont la Luftwaffe avait besoin pour une reconnaissance efficace sur tous les fronts. Malgré la résistance de Göring, qui continuait à insister sur le FW-189, le ministère de l'Aviation prit en 1939 une décision qui choqua toute l'industrie aéronautique. Une commande de 500 avions BV-140 et 1 fut passée. Ce fut un triomphe pour Vogt, pour Blohm et pour toute l'équipe de développement. Leur création, qui encore récemment était qualifiée de folie, devait maintenant devenir l'appareil de reconnaissance de masse de la Luftwaffe. Dans les plans du commandement militaire, le BV-141 devait être utilisé sur tous les théâtres d'opération, mais des espoirs particuliers étaient placés sur le front de l'Est, où une invasion à grande échelle de l'Union soviétique se préparait. L'équipe de Vogt jubilait. Les ingénieurs s'embrassaient, les mécaniciens ouvraient des bouteilles de champagne, et le constructeur lui-même se permit enfin de sourire. Des années de travail acharné, de lutte contre la bureaucratie et le scepticisme s'étaient pleinement rentabilisés. La société Blohm & Voss reçut un énorme contrat qui devait lui assurer du travail pour des années à venir. Les préparatifs pour la production de masse commencèrent immédiatement. De nouveaux halls d'usines furent construits, de l'équipement fut acquis, des ouvriers supplémentaires embauchés. Les constructeurs travaillaient déjà sur une version améliorée de l'avion avec des moteurs plus puissants et un armement renforcé. Il semblait qu'un avenir brillant attendait l'appareil de reconnaissance asymétrique et qu'il deviendrait l'un des symboles de l'aviation allemande. Les états-majors de planification militaire développaient déjà des tactiques pour l'emploi des nouvelles machines, formaient des pilotes et des observateurs, échafaudaient des plans d'opération de reconnaissance en profondeur sur le territoire ennemi. L'utilisation du BV-141 pour la reconnaissance des fortifications soviétiques, des aérodromes et des concentrations de troupes avant le début de l'opération Barbarossa fut particulièrement intensément discutée. Mais l'euphorie ne dura pas longtemps. Au fur et à mesure que les ingénieurs s'enfonçaient dans la préparation de la production en série et construisaient de nouveaux prototypes, de plus en plus de problèmes graves apparurent, qui avaient été auparavant soit négligés, soit considérés comme insignifiants. Le premier et le plus dangereux problème concernait l'équipage. Précisément cette nacelle entièrement vitrée, qui offrait une excellente visibilité panoramique et était considérée comme l'avantage principal du BV-141, s'avéra être un piège mortel dans des conditions de combat. Le verre, même blindé, ne pouvait protéger le pilote, l'observateur et le tireur des balles et des éclats.
n'importe quel chasseur ennemi ou n'importe quelle installation antiaérienne pouvait transformer la cabine transparente en passoire en quelques secondes. Les membres d'équipage étaient de fait assis dans un aquarium, totalement exposés au feu ennemi. Les aviateurs militaires qui devaient voler sur ces machines commencèrent à exprimer de sérieuses préoccupations concernant leur sécurité. Plusieurs pilotes déclarèrent ouvertement qu'ils ne voulaient pas décoller dans un avion où ils seraient visibles pour l'ennemi, comme sur un plateau, et en même temps pratiquement sans défense. Mais ce n'était que le début d'une cascade de catastrophes techniques qui devait remettre en question l'ensemble du projet. Le deuxième problème était de nature purement technique et se révélait de plus en plus clairement lors de vols d'essais prolongés. La gouverne de direction, située sur l'empennage, subissait constamment une résistance aérodynamique excessive. Les flux d'air provenant de l'hélice et du fuselage asymétrique généraient des turbulences qui frappaient contre la gouverne et compliquaient le pilotage. Les pilotes devaient fournir des efforts supplémentaires pour maintenir le cap, particulièrement à des vitesses élevées. Cela n'était pas critique pour de courts vols d'essai, mais lors de missions de reconnaissance de plusieurs heures, comme elles étaient prévues pour l'emploi au front, la lutte permanente avec les gouvernes épuisait considérablement le pilote et réduisait l'efficacité de tout l'équipage. Les ingénieurs tentèrent de résoudre le problème en modifiant la forme et la surface des gouvernes, mais chaque modification entraînait de nouvelles difficultés avec la répartition du poids. Le troisième problème surgit lorsqu'on commença à installer les mitrailleuses et l'équipement supplémentaire. Le poids de la machine augmenta et il s'avéra que l'aile n'était pas assez longue pour maintenir l'équilibre correct. Le côté droit, avec la lourde nacelle et l'armement, commença à l'emporter sur le côté gauche avec le moteur. Il fallut allonger l'aile, ce qui à son tour augmenta le poids total de la construction et réduisit la vitesse. Chaque correction d'un problème en engendrait deux nouveaux, et les ingénieurs s'enlisaient dans un cycle sans fin d'amélioration et de modification. Vogt était désespéré. Il comprenait que sa création, qui avait si brillamment réussi lors des premiers essais, se transformait en une machine capricieuse et problématique, exigeant des compromis constants. Néanmoins, le travail se poursuivait. Jusqu'en 1941, 3 prototypes complets furent fabriqués pour des tests approfondis, ainsi qu'une série de 5 machines de la version A pour des essais d'évaluation auprès des troupes. Ces avions étaient équipés de moteurs BMW 132 qui permettaient une vitesse maximale d'environ 438 km/h. L'autonomie était d'approximativement 1900 km et le plafond opérationnel atteignait 9700 mètres. Les caractéristiques de performance étaient tout à fait respectables pour un appareil de reconnaissance, mais les militaires voulèrent davantage. Ils exigeaient un moteur plus puissant, une vitesse plus élevée et une meilleure protection pour l'équipage. En réponse à ces exigences, les constructeurs développèrent la version améliorée B, qui devait devenir le véritable modèle de série de l'avion. Le BV-141, version B, reçut des modifications importantes. Le plus crucial